Non, je voulais juste dire que nous entamons notre séance et je cède tout de suite la présidence à M. Charles Eddy. Merci, mon cher Carole. Donc, je profite d'avoir la parole pour vous dire combien l'Institut Maïmonide, Averroès-Madagascar, est fier d'être l'un des partenaires de cette superbe manifestation, fier du thème, fier des contenus, fier de la qualité des intervenants. Et tout cela, bien sûr, mon cher Carole, grâce à ton énergie, ton travail, ta force de persuasion, qui est telle qu'on ne peut rien te refuser. Tellement fier de ce colloque que nous l'avons fait figurer dans notre programme 2023-2024, alors que nous savions parfaitement que le programme allait sortir après le colloque. Mais on l'a mis quand même. Et je voudrais en profiter aussi pour faire un peu de teasing, puisque dans ce programme, on va retrouver des noms aussi intéressants que Frédéric Ancel, Marek Alter, Stéphane Ancel, Eliette Atekassis, Pierre Savy, Sonia De Villers, Michael Saint-Chéron. J'en ai encore beaucoup d'autres, mais c'est pour vous dire que le programme 2023-2024 de l'Institut Maïmonide se promet d'être un beau programme. Bon, nous l'avons dit à plusieurs reprises au cours de ce colloque, l'un des apports majeurs de Jules Isaac aura été la création de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et pour parler donc de ces amitiés judéo-chrétiennes, quelques exemples concrets s'imposent. C'est ce à quoi donc procéderont Madame Danielle Lemaître, qui présentera le cas de Lille, et Delmer, pardon, excusez-moi. Ah ben oui, c'est une c'est vrai. Delmer. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Carole qui va nous parler de Aix-en-Provence, mais d'abord une réflexion plus large avec la communication de M. Olivier Rota, dont l'intitulé est « Quelle relation d'amitié à l'origine de l'amitié judéo-chrétienne en France ?» Monsieur Olivier Rota, quelques mots rapidement pour vous présenter, maître de conférence habilité à diriger des recherches en histoire à l'Université catholique de Lille, faculté de théologie. Il travaille sur l'histoire contemporaine des relations judéo-chrétiennes en Angleterre, en France et en Israël. Il est également le rédacteur en chef de la revue Mélange de sciences religieuses. Et parmi ses publications, on retiendra Essai sur le philosémitisme catholique entre le premier et le second concile de Vatican, un parcours dans la modernité chrétienne. Ensuite, ça c'était en 2012, Apostolat catholique et travail social en milieu juif, les enseignes de Notre-Dame de Sion, entre 1927 et 1964, et c'est aux éditions du Cerf, paru en 2019. Les catholiques anglais et la question juive, entre 1917 et 1967, une approche politique à une approche spirituelle. La fondation de l'Église catholique d'expression hébraïque en Israël, 47-67, avec d'ailleurs Daniel Delmer. C'est bien marqué Delmer. Et Honoré Champion 2021. Monsieur Rota, vous allez donc centrer votre intervention sur le choix de l'intitulé de l'association fondée par Jules Isaac, Amitié judéo-chrétienne. Pourquoi ce terme d'amitié et en quoi le malentendu entre juifs et chrétiens peut-il être vaincu par cette notion d'amitié? Je vous remercie. Tout le monde m'entend correctement. Sinon, je peux parler un peu plus fort. Donc, merci de m'avoir invité à ce colloque, Carole. Merci de m'avoir confié ce sujet qui n'était pas simple. Parler de Jules Isaac et d'amitié, sachant que l'homme est quelque peu acariâtre, en a la réputation, et même si certains ont tenté de l'en dédouaner après son décès, on sait que ce sont les conventions veulent cela, hein, notamment Madol, qui a eu beaucoup à souffrir de sa relation avec Isaac. Néanmoins, vous le verrez en conclusion, on a dit beaucoup de bien après son décès de manière assez compréhensible. On verra effectivement, on va essayer, en tout cas on essaiera pendant le temps qui m'est imparti de débroussailler un petit peu cette question de l'amitié. Amitié, qu'est-ce que Jules Isaac entend par là? On sait bien que selon les groupes sociaux, selon les périodes, selon effectivement même, je dirais, les conceptions individuelles, l'idée même d'amitié peut varier. On verra aussi de quelle manière, on s'interrogera aussi sur cet intitulé. Amitié judéo-chrétienne, ça n'a rien d'anodin. En effet, Jules Isaac est le fondateur d'une association Loi 1901, déclarée en préfecture le 13 août 1948 sous le nom de Amitié judéo-chrétienne.
Jusque-là, personne n'avait pensé à appeler une association judéo-chrétienne du nom d'Amitié. On a en Angleterre, 1942, Council of Christian and Jews, le conseil. C'est plutôt un mot, je dirais, qui est à la mode à l'époque. On a le International Council of Christian and Jews, donc Conseil international des chrétiens et juifs, qui est en gestation au moment où Jules Isaac fonde l'amitié judéo-chrétienne. Il y a aussi d'autres configurations, d'autres appellations, fellowship, communauté, fraternité notamment, dans le monde anglo-américain. Or, Jules Isaac, et c'est son choix, il l'a imposé au comité central au moment de la fondation de l'amitié judéo-chrétienne, a décidé d'appeler son association Amitié judéo-chrétienne. Pourquoi ? Ce sera une des questions auxquelles nous tenterons de répondre. 4 points à mon intervention, car vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui vont s'entremêler, aussi bien des conceptions personnelles de l'amitié concernant Jules Isaac que des pratiques, difficiles d'ailleurs dans les premières années. On sait qu'il y a eu 2 crises à l'amitié judéo-chrétienne, 48, 55. L'amitié, ce n'est pas quelque chose, je dirais, d'évident entre ces personnes qui fondent autour de Jules Isaac l'amitié justement judéo-chrétienne. Et on verra aussi de quelle manière Jules Isaac, dont j'ai dit qu'il avait un côté irascible, exigeant, a néanmoins cultivé des amitiés, mais dont je pense qu'elles sont très peu nombreuses, en tout cas avec des personnalités de premier plan, des acteurs de premier plan, et peut-être un peu plus nombreuses avec des personnalités de second plan, plus affectives, sans que ça apparaisse toujours dans les archives, si ce n'est effectivement avec une lecture un peu, comment dirais-je, un peu précise. Mais de celle-ci, j'en parlerai peu ou pas. Ce qui m'intéressera un peu plus, ce sont vraiment les fondateurs, les personnalités fondatrices de l'amitié judéo-chrétienne. Premier point, et j'avancerai, je déroulerai effectivement les choses, je ne les annonce pas pour l'instant. Premier point, on peut se poser la question de Jules Isaac, qu'est-ce qu'il entend par amitié après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'une notion et des relations d'amitié et des conceptions effectivement que l'on peut entretenir sur l'amitié, ça peut évoluer dans une vie. Qu'est-ce qu'il entend par là au sortir de la Seconde Guerre mondiale? Pour répondre à cette question, alors, je ne referai pas une Xème biographie de Jules Isaac, mais je ferai ressortir quelques éléments effectivement importants. Donc, il est né en 1877 à Rennes, vous le savez, de parents plutôt désargentés, qu'il élève néanmoins dans les codes de la bourgeoisie provinciale. Sa mère, notamment, est issue de ce milieu, tandis que son père a gagné son rang par son engagement dans l'armée. Ainsi, Jules Isaac écrit-il dans ses expériences de ma vie, « Je me trouvais situé de naissance à ce qui était un échelon assez élevé de la hiérarchie sociale, dans la conscience, non par la fortune, donc ce n'est donc pas une bourgeoisie d'affaires, mes parents étaient honorablement pauvres, obligés de compter jusqu'au centime. Mais par le rang, on peut dire, par la plume, du shako, cette coiffe du militaire, le sabre, les galons et la barbiche de mon père, et plus encore par l'aimable et souriante distinction de ma mère, l'éducation. Notre milieu était celui des hauts fonctionnaires de la ville. On peut donc supposer que, en tout cas de naissance, il a entretenu, je dirais, une certaine idée de l'amitié telle qu'on la pratique dans ces milieux-là. Jules Isaac perd néanmoins ses parents à l'âge de 13 ans. Il est placé sous la tutelle de son beau-frère, donc le mari de sa sœur aînée, un homme d'affaires qui négocie des soieries. Et le jeune Isaac est placé en internat, en fait le beau-frère s'en débarrasse, au lycée La Canale de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Et les rares moments passés dans son cercle familial d'adoption sont cause pour lui d'écœurement. Il dit ceci: chaque jour de liberté me ramenant au milieu familial qui était devenu le mien, celui de la bourgeoisie d'affaires, j'éprouvais une révulsion croissante et aussi peut-être jusqu'à l'injustice pour la mentalité et l'égoïsme bourgeois, pour les mœurs et les mariages bourgeois, pour l'embourgeoisement des religions et des églises, pour l'argent roi. On voit même que sa critique, c'est celle de la critique de la bourgeoisie d'affaires, mais aussi de ce catholicisme embourgeoisé. Et de manière générale, l'embourgeoisement, ce qu'il appelle l'embourgeoisement des religions. Vous comprendrez bien de ce fait à quel point il a été sensible à sa rencontre avec un Charles Péguy. Charles Péguy, enfin lui-même, donc Isaac est un élève travailleur, plutôt solitaire, un grand ami qui est un amour d'amitié, comme on peut dire, qui se brise lorsqu'il est au lycée. Et finalement, c'est un bûcheur qui va intégrer une prépa à Henri IV. Et c'est là qu'il va rencontrer Charles Péguy, un jour de mai 1898. Péguy, de 5 ans, son aîné, un être solaire, on l'a
rappelé à plusieurs occasions, Jacqueline notamment, dont les valeurs sont aux antipodes de celles de la bourgeoisie. Et Isaac est subjugué par ce jeune homme qui est entier, libertaire, complètement à l'opposé des valeurs, donc, je dirais, de son milieu social. En tout cas, du milieu social qu'on lui impose actuellement. Et c'est ainsi que dans ses expériences de ma vie, il se confie sur l'ascendant de Peggy, en ces termes, cet impératif de franchise, de libération, d'intransigeante probité intellectuelle, de lutte sans merci contre toutes les forces d'oppression, d'injustice, d'hypocrisie et de mensonge, quelle résonance il trouvait en moi. Et on voit bien que lorsqu'il dit cela, il l'oppose au code de la bourgeoisie, une certaine bourgeoisie, de l'entre-deux-guerres. Isaac intègre rapidement les cercles de Peggy, les cercles d'amis, pardon, les amis de Peggy. Néanmoins, il faut quand même souligner que ce n'est pas le premier cercle qu'il intègre, c'est le second cercle. Le premier cercle, c'est 2-3 amis. Peggy, lui, fait partie du second cercle qui concerne plutôt ceux qui ne parviennent pas à rentrer dans le niveau d'engagement d'un Charles Péguy. Charles Péguy, c'est l'homme du coup de génie, de l'immédiateté, un visionnaire, quelqu'un d'entier qui est prêt à sacrifier sa vie, ses finances, pour sa cause. Et Isaac, même s'il met la main à la poche, et c'est un gros sacrifice pour lui, n'est pas au même niveau de sacrifice, n'est pas au même niveau d'engagement. Il s'engage pour la vérité, mais pas comme un Péguy, dans l'immédiat, entier, maintenant, tout de suite. Isaac, lui, va s'engager sur la vérité, mais sur le long terme. C'est le métier d'historien, un métier de patience, de constance. Et le modèle de Péguy va l'occuper pendant toute sa vie. Dans l'entre-deux-guerres, la guerre, et au sortir de la guerre, lorsqu'il va fonder l'amitié judéo-chrétienne. Je passe assez rapidement sur les éléments biographiques. Vous les connaissez et vous les retrouverez dans la version écrite de mon papier. Deuxième point, au moment de la fondation de l'amitié judéo-chrétienne. Nous avons donc quelqu'un qui a été élevé dans le milieu d'une certaine classe sociale, dont il a pris ses distances, sous l'influence de Charles Péguy. Néanmoins, son milieu social, professionnel, suppose certaines pratiques d'amitié, qui sont celles d'une bourgeoisie plutôt intellectuelle, on va dire. Qui n'est pas la bourgeoisie d'affaires, et qui n'est pas, effectivement, qui n'est pas ce type de bourgeoisie, qui est notre type de bourgeoisie. Et, en même temps, il est inspiré par Péguy, c'est son modèle, sachant que son modèle, évidemment, il y a hiatus avec les pratiques sociales de ce milieu-là. Évidemment, Charles Péguy, mort en 14, jeune donc, je dirais, n'a pas eu le temps, si je puis dire, on ne lui a pas laissé le temps d'éroder son sens de l'amitié absolue, avec l'âge. Comme cela peut arriver, avec les concessions professionnelles, etc. Et Jules Isaac, lorsqu'il sort effectivement de la Seconde Guerre mondiale, avec, on connaît tous ces traumatismes, veut fonder une amitié judéo-chrétienne veut fonder un réseau plutôt, commencer par le réseau. Et il cherche des énergies en lui, il cherche un modèle. Et il le dit lui-même, finalement, c'est chez Péguy qu'il va trouver l'énergie, l'inspiration. Quelque part, Isaac a envie de faire comme Péguy. Péguy qui était un maître en amitié, en vérité, Isaac se reconnaît dans, je dirais, cette recherche absolue de la vérité. Et il a envie de rayonner peut-être comme Péguy. Sauf que l'âge n'est pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes, l'urgence n'est pas la même. On peut se permettre une certaine gratuité quand on est jeune, prendre le temps de connaître, de découvrir l'autre, etc., et de se découvrir une amitié. Or là, Isaac, en 46 à 71 ans, il sait que l'heure tourne, l'horloge est en train effectivement de s'accélérer pour lui. Et il sait que son combat va nécessiter un engagement qui ne laisse peut-être pas le temps à l'amitié de s'installer telle qu'on pourrait la souhaiter entre deux individus. Qui plus est, sortir de la Seconde Guerre mondiale, Jules Isaac est quand même quelqu'un d'assez isolé. Il a été aidé par l'amitié chrétienne. D'ailleurs, la personne qui servait d'observateur juif dans l'amitié chrétienne, donc ce groupe de sauvetage des Juifs dans le Lyonnais, Sami Lattès, donc,
c'est cette personne qu'il va solliciter pour trouver des relais, non pas encore des amis, mais des relais, des personnalités dans le monde chrétien, dans le monde juif, et peut-être bâtir un réseau dont il pouvait peut-être espérer à ce moment-là qu'émergent, je dirais, des relations plus personnelles, intenses. Il va participer à des entretiens que va organiser Sami Lattès autour du Centre de documentation israélite, et c'est ainsi qu'il va rencontrer et constituer, je dirais, les premiers éléments de son réseau, Edmond Flegg, le père Chaillet, le pasteur Jacques Martin, Jacques Madol aussi, qui est engagé dans le MRP, Jacques Martin, donc le pasteur Jacques Martin, qui est ancien résistant et secrétaire du christianisme social, qui va être très, très important dans les premières années de l'amitié judéo-chrétienne, etc., etc. Il commence à constituer un réseau. Ce réseau se constitue à partir de mars 1947, comme en atteste encore Jules Isaac, petite citation un peu longue, 11 mars 1947, dit-il, écrit-il. Hier, j'ai revu Jacques Martin, heureux de nous sentir en pleine communion avec la même ardeur pour le même combat. On cherche des compagnons d'armes, pas tellement des amis. Il est prêt à m'aider de toutes ses forces. Il met le christianisme social à ma disposition et fera le lancement et la diffusion du livre de toutes ses forces. On parle ici de Jésus Israël. Je lui ai parlé aussi de mon projet de groupement, non pas de lutte contre l'antisémitisme uniquement, mais essentiellement d'amitié spirituelle, on parle d'amitié, sur le plan religieux, non pas vaste, mais groupant ceux et celles dans le cœur desquels brûle la même flamme, le même amour, sans discrimination confessionnelle. Il me propose de convoquer un certain nombre d'amis pour une réunion préparatoire. J'espère obtenir de Madol le même service côté catholique, dit-il, mais il faut reconnaître. Que du côté protestant, ceux qui s'engagent sans réserve, alors que du côté catholique, effectivement, ça n'est pas le cas. Et c'est là où il dit, et c'est un engagement que je vais obtenir, comme Peggy en demandait, et en obtenait de moi il y a 50 ans. Il veut être un nouveau Peggy, quelque part. Ou pas tellement être un nouveau Peggy, mais en tout cas se hisser à la hauteur d'un Peggy. Or, n'est pas Peggy qui veut. Isaac, lorsqu'on parle ici d'amis, ce sont effectivement des amis tels que l'on l'entend, toujours dans ces milieux intellectuels. Plutôt des amis que Aristote classerait dans les amis d'intérêt. On partage des choses en commun et on a un intérêt commun qui peut être vertueux, une cause. Mais néanmoins, c'est ce type d'amis que l'on cherche. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de chaleur dans ce mot. Il y a simplement une rencontre d'intérêt, pour l'instant. Et Isaac va constituer ce réseau à partir de là. Isaac cherche des personnalités avant tout, des gens qui sont influents, des gens qui comptent dans le paysage intellectuel ou religieux français. Fadilowski, le pasteur Fadilowski, écrit ainsi: Jules Isaac avait le sens de l'importance des titres de ceux qu'il voulait intéresser au combat de l'amitié judéo-chrétienne. C'était profitable à celle-ci, en même temps dangereux. Les gens actifs ne sont pas les plus connus. Souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure, des gens du second rang, avec qui Isaac parfois des relations affectueuses. Les plus connus sont ceux qui provoquent, sans le savoir, des complications, dit Dowski. C'est ce qui va se passer. Il y aura deux crises, effectivement, 48 et 55, de l'amitié judéo-chrétienne, parce que cette amitié que l'on veut susciter, en tout cas qui est le projet de l'amitié judéo-chrétienne, ne se traduit pas dans les faits par une amitié chaleureuse, affectueuse. On est effectivement dans une convergence autour d'une cause importante pour tous ceux qui s'y engagent. Mais néanmoins, l'affection, je dirais, secondaire. Ça n'est pas ça, dans tous les cas, en plus que Isaac recherche, ce sont vraiment des relais, des soutiens. L'amitié judéo-chrétienne donc va se fonder à partir de ces personnalités, dont certaines néanmoins vont se dégager parce que l'amitié, ça se crée dans le temps. On rencontre quelqu'un, on ne sait pas que cette personne-là va devenir un ami. On ne sait même pas d'ailleurs quand la personne va devenir un ami. Et c'est d'ailleurs une question pour l'historien. Lorsqu'on regarde à la loupe
correspondance, bien souvent, premier temps, c'est cher monsieur, monsieur l'inspecteur général, etc., etc. Puis parfois, c'est cher ami. Et cher ami, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la traduction d'une amitié affectueuse, c'est simplement un signe de reconnaissance. L'amitié suppose la parité. On se reconnaît comme faisant partie d'un même milieu, comme étant à un certain niveau, une certaine élite intellectuelle. On partage quelque chose, effectivement, de cet ordre-là. Et lorsque l'on dit cher ami dans une lettre, effectivement, en tout cas de l'époque, c'est un code, effectivement, de reconnaissance, mais qui, là encore, n'engage pas à l'affection. Néanmoins, l'affection va se développer, je pense, chez un nombre très, très limité de personnes, en tout cas pour la France. J'en ai repéré, je dirais, un certain nombre. Le pasteur Jacques Martin. D'ailleurs, il y a des échanges, on va chez l'un, chez l'autre, etc. Le père Paul Desmanes, de Notre-Dame de Sion, qui est très jeune, mais qui est brillant, et qui semble avoir tout compris de Jules Isaac, et semble dire peut-être encore mieux que Jules Isaac, dans un langage chrétien et catholique, adressé aux catholiques, ce que Jules Isaac veut dire. Jules Isaac est complètement époustouflé par la recension que Desmanes fait de Jésus Israël, par exemple. Et par la suite, Isaac considéra que Desmanes est la personne qui est la mieux placée à ses côtés pour défendre l'amitié judéo-chrétienne. D'ailleurs, il demandera à Desmanes de le représenter au comité central. Ça n'est pas pour rien. Et on voit bien qu'il y a une forme d'affection entre les deux hommes. Il y a une forme d'affection, mais dont on voit là les limites avec Lovski. On voit bien que Lovski, Isaac, il y a un lien hiérarchique. Souvenez-vous, l'amitié se fait quand même mieux lorsqu'on est à parité. Or, Lovski, professeur du secondaire en histoire. Jules Isaac, ancien inspecteur général. Et dans les lettres, Isaac fait preuve de patience. Parfois, Lovski lui écrit des choses qui ne plaisent pas à Isaac, mais Isaac répond sans, je dirais, sans s'emballer. Dans d'autres lettres qu'il écrit à d'autres personnes, parfois il n'est pas très tendre avec Lovski. Et Lovski en a conscience. D'ailleurs, il y a toute une publication, et je remercie à nouveau, comme d'autres l'ont fait, du Chevalier d'avoir publié toutes ces correspondances dans Sens, retrouver tout ça dans Sens. On voit bien que Lovski en a conscience, et Lovski, effectivement, a écrit sur le sujet. Il était 2 fois moins âgé qu'Isaac. Il y avait ce rapport hiérarchique, puis surtout, il y avait aussi un rapport utilitaire. Lovski, c'était le bras droit de Charles Westphal, président de la Fédération protestante, qui siégeait à l'amitié judéo-chrétienne, qui siégeait à l'amitié judéo-chrétienne, et Lovski représentait Westphal. Donc de ce fait, c'était une sorte de second couteau aux yeux d'Isaac, même si, avec le temps, il y avait une forme quand même de sympathie. Lui-même le dit d'ailleurs, je n'ai plus ici la citation, l'intérêt n'exclut pas le sentiment. La formule est à peu près exacte. Il écrit ceci à Lovski pour montrer effectivement qu'il rentre dans une nouvelle approche amicale, plus amicale, effectivement. Et on a là, effectivement, je dirais, un certain nombre d'amitiés qui se nouent de ce type-là, avec un nombre, je pense, très limité de personnes, d'autant plus que, comme je l'ai dit, l'amitié judéo-chrétienne, peu de personnes, et on fonctionne vraiment sur un principe très hiérarchique, d'ailleurs qui passe mal. Pourquoi Isaac ne réussit pas à se faire entendre du comité central parisien? C'est que si on était vraiment entre amis, il n'y aurait pas une personne qui aurait la primauté. Or, Isaac réclame toujours la primauté du fait qu'il est fondateur de l'AJC. Et ça agace les Parisiens. Nous sommes donc dans une configuration qui crée des tensions, parce qu'effectivement, c'est une amitié un peu faussée, biaisée, que veut promouvoir Jules Isaac, parce que il est quand même le fondateur, effectivement, de cette AJC, et souhaite être respecté comme tel. Or, à Paris, on lui fait comprendre qu'on le fait patienter, on ne lui répond pas immédiatement, voire on ne lui répond pas tout de suite. C'est une manière, effectivement, de le remettre à sa place quelque part. Et il y a donc des tensions qui se créent. Je vais très vite, là vous comprendrez bien que quelque part je fais quasiment le résumé de ma communication écrite. Vous trouverez beaucoup plus d'éléments
dans ma communication, mais je fais sortir quelque part les éléments en relief, je mets un certain nombre d'éléments en relief. Reste la question de l'amitié pour l'amitié judéo-chrétienne en tant que projet. Qu'est-ce qu'on entend par amitié dans l'amitié judéo-chrétienne? Et là, je vais m'appesantir un peu plus sur ce point, parce qu'elle est importante aussi pour l'actualité de l'amitié judéo-chrétienne, quelque part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit à Jules Isaac d'avoir rédigé les statuts de l'amitié judéo-chrétienne, d'en avoir imposé le nom, amitié judéo-chrétienne, tout cela en 1948. L'amitié est donc un thème important pour Jules Isaac, parce qu'il considère que, quelque part, c'est la seule manière de réconcilier juifs et chrétiens. Et c'est pour ça qu'il ne choisit pas notamment le terme de fraternité. Fraternité, on en parle beaucoup dans le monde anglo-américain, mais la fraternité, c'est facile, c'est un fait. Nous sommes frères. On peut refermer le dossier, aller boire un verre, et puis nous sommes frères. L'amitié, ça s'entretient. L'amitié, c'est exigeant. On est responsable, quelque part, de cette amitié, de cet entretien, d'avoir de l'approfondissement de cette amitié. Et cette amitié, effectivement, c'est un thème quasiment eschatologique. C'est la destination de la relation judéo-chrétienne qui est d'être amicale. Ça ne veut pas dire qu'elle est amicale immédiatement, et les faits, effectivement, je dirais, prouvent que cette amitié est difficile au sein de l'amitié judéo-chrétienne entre ses membres, en tout cas, ses membres jusqu'à 65 qui sont, comme je vous le rappelle, peu nombreux. Il n'y a qu'après 65 que le nombre d'adhérents va s'élargir. Avant cela, c'est effectivement très très peu de personnes avec ces codes de la bourgeoisie intellectuelle, et donc c'est ce sens de l'amitié que j'ai défini. L'amitié, néanmoins, va être quelque peu mis de côté en tant que thème, en tant que projet de l'amitié judéo-chrétienne. Et très tôt, dès le milieu des années 50, en fait, beaucoup ne comprennent pas que ça n'est pas parce ne comprennent pas que le projet de Jules Isaac est sérieux de créer cette amitié. Et c'est pour ça qu'on commence à, par fréquentation du monde anglo-américain peut-être, à introduire cette thématique de la fraternité contre laquelle d'ailleurs certains résistent, notamment le pasteur Jacques Martin, qui a bien conscience que son ami Isaac prend au sérieux ce thème de l'amitié. Et il l'écrira d'ailleurs dans un article de Lumière et Vie, la revue dominicaine, où il écrit ceci: « C'est pourquoi il ne peut y avoir pour elle, la JC, qu'une attitude comparable à celle qui détermine le mouvement œcuménique. L'esprit de toute rencontre est celui d'une amitié désintéressée. Mais en même temps, fondamentalement, nous avons à trouver le sens d'une vocation commune et la signification de nos divergences. Car l'amitié, c'est un projet, mais l'amitié suppose aussi d'autres formes d'engagement qui ne sont pas inscrits dans le terme. Nous sommes là dans une configuration où juifs et chrétiens se rapprochent, essayent de se comprendre, se dire amis, oui, mais ça veut dire quoi? On doit effacer l'ardoise, on doit ne pas chercher à se comprendre, simplement s'accepter avec une amitié désintéressée qui peut être aussi de ce fait désincarnée. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire, et comme le dit Martin, à comprendre cette vocation commune et la signification de nos divergences? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en plus à ajouter au terme amitié? Ce petit plus, ce sera notamment, je ne rentrerai pas, je dirais, dans le détail, mais le terme dialogue, qu'on utilise dans les années 50 dans le milieu œcuménique, qui est versé dans le milieu interreligieux à partir des années 60, et qui est un terme qui peut inclure l'amitié, mais va aussi le dépasser. L'amitié, oui, mais on doit dialoguer. Dialoguer, ça signifie être aussi à parité. Le dialogue, dans un sens, je dirais, philosophique, commence par l'amitié, par la philia, par l'attachement à l'autre. Et il finit par la compréhension de l'autre. On a donc à partir des années 60 une amitié qui va se retrouver intégrée à un terme plus vaste, mais peut-être aussi plus imprécis, le terme de dialogue, et qui, du fait même de la dynamique de l'usage du terme dialogue, va rendre l'idée même d'amitié quelque peu invisible. On va oublier, je pense, dans l'amitié judéo-chrétienne, à partir des années 60, 70, de parler d'amitié. On parlera de plus en plus de fraternité, on mettra différents éléments dans cette idée de dialogue,
mais plus, je pense, me semble-t-il, l'idée d'amitié sur laquelle la JC finalement a oublié de réfléchir. Or, l'amitié, se connaître pour se reconnaître, disait le père d'Aboville, pratorien, est un terme important, nécessaire, sans lequel l'idée de dialogue, quelque part, perd son sens. Aujourd'hui, dans les milieux de dialogue, me semble-t-il, on en vient à se dire, mais ça veut dire quoi finalement dialoguer? Que veut dire ce terme? Qu'est-ce qu'il désigne? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je fais quand je dis que je dialogue? Peut-être, effectivement, faut-il retrouver la racine du dialogue dans ce premier élan d'amitié qui est inscrit dans les statuts, dans le nom de l'amitié judéo-chrétienne. C'est une ouverture, là je sors quelque peu de mon rôle d'historien, c'est une ouverture effectivement possible pour le futur. Tout ceci pour dire, et ce sera ma conclusion en quelques mots, pour respecter le temps, que le terme d'amitié n'est pas un terme du passé pour l'amitié judéo-chrétienne. Sa fondation se trouve là. Très certainement, y a-t-il eu des périodes très délicates d'amitié au sein de l'association et entre ses membres, mais néanmoins, c'est peut-être pour l'avenir de la JC un terme auquel il faudrait à nouveau réfléchir, parce que c'est un terme qui nous responsabilise par rapport à cette relation interreligieuse que l'on souhaite. Et j'ajouterai ce dernier élément de conclusion sans le développer, mais ce sera un peu plus développé dans mon papier. J'ai parlé des conceptions de Jules Isaac de l'amitié. On peut aussi s'interroger. On parle d'amitié sociale, professionnelle, etc. L'amitié, effectivement, selon la classe, en tout cas le groupe social auquel vous appartenez. Jules Isaac n'aurait-il pas été aussi l'inventeur d'une nouvelle forme d'amitié, qu'on appellera amitié interreligieuse? On peut aussi se le demander. Il y a peut-être là aussi un axe de réflexion pour le futur. Jusque-là, lorsque l'on est amis plutôt dans la ressemblance. On a des amitiés avec des gens qui nous ressemblent en partie. L'autre partie qui nous est dissemblable vient nous enrichir. Or là, avec l'idée d'une amitié interreligieuse, d'une amitié judéo-chrétienne, c'est notre dissemblance qui vient justifier notre amitié. Je laisse ceci à votre réflexion. Merci infiniment, monsieur Olivier Rota, dont je vous rappelle qu'il enseigne à Lille et que c'est la même chose pour madame Delmer, Danielle Delmer, qui enseigne à Lille, qui... Et pas la même université. Justement, cette fois à l'université de Lille 3, et qui va nous parler de l'émergence de l'amitié judéo-chrétienne à Lille, sous l'égide de Jules Isaac. Alors, quelques mots sur madame Danielle Delmer. Elle est professeure émérite de l'université de Lille 3, où elle a enseigné l'histoire religieuse contemporaine et la civilisation hébraïque. Elle est cofondatrice avec Jean-Marie Delmer de Tzafon, revue d'études juives du Nord, en 1990, semestrielle, et co-directrice avec Martine Benoît de cette même revue. Elle est ancienne membre du comité scientifique du Mémorial de la Shoah jusqu'en 2014 et du comité de rédaction de la revue d'histoire de la Shoah également jusqu'en 2014. Sa thèse de troisième cycle portait sur antisémitisme et catholique dans le Nord pendant l'affaire Dreyfus. Sa thèse de doctorat d'État s'intitulait « Les communautés juives de la France septentrionale au XIXe siècle, entre 1791 et 1914, l'entrée dans la nation ». Elle est membre de l'amitié judéo-chrétienne de France depuis 1970, responsable avec Jean-Marie Delmer du groupe lillois entre 1975 et 1997, puis toute seule entre 1997 et 2015, et elle est membre du comité directeur entre 2004 et 2019. Auteur de plus de 200 articles parus dans des éditions scientifiques sur l'histoire des relations entre chrétiens et juifs, l'antisémitisme des catholiques, l'histoire des communautés juives au XIXe et XXe siècle, de la Shoah en France, du sionisme. Elle a participé à plusieurs expositions et documentaires sur l'histoire des Juifs du nord de la France. Ses dernières publications, la fondation de l'Église catholique d'expression hébraïque en Israël, avec, en collaboration avec M. Olivier Rota, oui. Être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec Jean-Baptiste Gardon, Monique
Edebo et Rudy Rigaud, et également des publications sur l'amitié judéo-chrétienne de Lille, le cardinal Liénard et l'amitié judéo-chrétienne à Lille de la Shoah à Vatican II, dans la revue Sens, une correspondance inédite de Julie Jacques avec les membres de l'amitié judéo-chrétienne de Lille, dans Saphone, donc la revue Études. Madame Delmer, vous allez donc nous parler des débuts difficiles de l'amitié judéo-chrétienne de France, puisque Julie Isaac a d'abord considéré que les seuls groupes actifs sont ceux dont nous allons parler, Lille et Aix-en-Provence. Donc, Madame Delmer, pourquoi Lille? Merci beaucoup. Et je suis un petit peu confuse devant ce CV à rallonge. Donc, bon, c'est vrai que j'ai un certain âge, alors ça explique cela peut-être un peu. Voilà, merci beaucoup. Alors, je reconnais un petit peu, en mon ancien étudiant, excuse-moi de le dire, le côté philosophe de l'historien. C'était effectivement souvent ce qui me frappait lorsque nous avions des relations entre professeur et étudiant quand il était encore étudiant. C'est un peu du vieux. Bon. Voilà. Donc, effectivement, l'amitié, au fur et à mesure de t'entendre, Olivier, je me dis effectivement, c'est pas tout à fait ce qui se passe au tout début de l'amitié judéo-chrétienne. Vraiment, là, on peut se poser la question du terme amitié. On va le voir. Je commence par une citation. « Mais je compte avant tout sur votre appui, celui de la faculté de théologie de Lille et l'appui du plus précieux de tous, celui de son éminence le cardinal Liénard, écrit Jules Isaac au chanoine Renard le 27 mars 1952. » Cette approche, cette première citation vous donne un petit peu, comment dire, l'éclairage des relations entre Jules Isaac et l'amitié judéo-chrétienne de Lille. Immédiatement, lors de la création de l'amitié chrétienne, des groupes se mettent en place un peu partout en France, mais il faut reconnaître que c'est à Aix-en-Provence et à Lille que les groupes sont les plus dynamiques. L'auteur de Jésus Israël s'intéresse tout de suite, très rapidement, à ce qui se passe à Lille, et sa correspondance avec une religieuse sur laquelle je vais revenir souvent, la sœur salésienne Geneviève Gendron, et avec le chanoine Renard, en témoigne. Cette correspondance, j'en ai été un petit peu, comment dire, déposée, enfin je l'ai eu entre les mains, même dans ma bibliothèque, puisque comme vous l'avez rappelé, mon mari et moi nous avons été responsables du groupe lillois, mais dans les années 70, 80, 90, et que cette correspondance nous était entre nos mains, jusqu'à ce que je déménage et puis que je me dis non, cette correspondance ne doit plus rester chez moi, et je l'ai déposée aux archives diocésaines de Lille. Donc cette correspondance se trouve aux archives actuellement diocésaines de Lille. Mais il y a une autre, enfin, ce n'est qu'une partie de la correspondance de Jules Isaac, car vous pensez bien qu'il a été prolifique dans ses relations avec bien d'autres membres, donc il y a bien d'autres lettres qui se trouvent dans d'autres fonds d'archives, hein, bien évidemment. Là, c'est surtout entre les membres de l'amitié chrétienne de Lille. Alors, je dirais, au commencement, Jésus-Israël. Voyons un petit peu d'où est venue cette création du groupe lillois, avant de vous parler des premiers pas du groupe lillois et surtout de l'association, en troisième point, Aix et Lille. Alors, donc, au commencement était Jésus-Israël. En effet, la naissance du groupe lillois de l'AJC est une conséquence, finalement, de la publication de Jésus-Israël. En mars 1949, la sœur Geneviève Gendron découvre le livre de Jules Isaac, qui vient de sortir. Hein. Et comme bien des catholiques, elle est interpellée par les accusations d'antisémitisme enseignées par l'Église et la responsabilité des persécutions récentes. Je cite un membre qu'on va retrouver, un membre de l'amitié chrétienne, qui écrit « Ce livre posait en effet à la conscience chrétienne », c'est Vanikov qui écrit ça, « Ce livre posait en effet à la conscience chrétienne une question que les chrétiens n'avaient pas le droit d'éluder. » Elle-même, cette sœur Gendron, est bouleversée, et très vite, parce qu'elle est dynamique, hein, elle a vraiment du tonus. Elle entre en relation avec l'auteur, qu'elle ne connaissait pas du tout, mais elle entre en relation, et celui-ci tente de la convaincre de créer une section à l'amitié judéo-chrétienne de Lille. Elle s'en confie au chanoine Renard, Henri Renard, qui l'écoute avec bienveillance, et elle frappe à la porte de l'évêché, avec lequel elle n'avait aucune relation, pour obtenir l'appui du cardinal Liénard, qui à l'époque est évêque de Lille. Elle lui recommande la lecture du Jules Isaac, et pour être sûre qu'il le lise,
qui ne va pas dire « oh, ben, il faut que j'achète », etc. Elle lui donne son propre exemplaire pour être sûre qu'il le lise, et elle va frapper à la porte plusieurs fois pour savoir si... c'est quelqu'un de très volontaire, hein, c'est un personnage assez haut en couleur. Voilà, et elle commence une relation épistolaire avec l'historien, non seulement pour mettre en place la section lilloise de l'AJC, mais aussi pour discuter de certains sujets de théologie qui l'interpellent. Alors très vite, les relations entre Geneviève Gendron, sœur catholique, et Jules Isaac, juif peu religieux mais érudit en matière de judaïsme, deviennent amicales. Là, on peut parler d'amitié, effectivement. Et ce dernier apprécie l'engagement de la religieuse pour la cause qu'il défend. Il s'en confie volontiers dans sa lettre du 31 mars 1950, qu'il adresse à sœur Gendron. « Vous savez, ma sœur, que nous espérons toujours votre visite à Aix. Nous aimerions pouvoir vous exprimer de vive voix toute notre gratitude. » On est en 1950, tout au début de leur relation. Donc vous voyez, très vite, le courant passe entre les deux. Alors, qui est donc cette Geneviève Gendron? C'est une Salésienne de Don Bosco. Elle est âgée à peu près d'une cinquantaine d'années au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Fondée par Jean Bosco, son ordre, Jean Bosco 1815-1888, son ordre est enseignant et elle-même a enseigné dans les établissements salésiens. Déjà avant la guerre, elle noue des relations avec des milieux protestants, voire même juifs également. Elle a connu plus ou moins Edmond Flegg. Et ce n'est donc pas tout à fait par hasard qu'en 1948-49, elle ouvre le livre de Jésus et Israël. Après la lecture donc, de ce livre et ses premiers contacts avec l'auteur, elle se confie au chanoine Henri Renard, 1902-1986, Henri Renard. Personnellement, je l'ai connu dans ses dernières années de vie, hein, de ce chanoine, qui était vraiment un personnage très chaleureux également, et qui enseigne à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille, donc là où tu es actuellement, Olivier, mais depuis 1937 quand même. Voilà. Il est docteur en théologie et en philosophie, et il est réputé pour sa collaboration à l'édition en français de la Bible destinée à un large public, hein, qu'on appelle la Bible du cardinal Liénard d'ailleurs. Il est doyen de la faculté de théologie, c'est pour ça qu'elle va le trouver, de 1948 à 1951, et sa position de doyen, son érudition lui ont permis d'acquérir un renom international. Là aussi, ce n'est donc pas tout à fait par hasard si Geneviève Gendron se tourne vers lui pour partager son émotion à la lecture du livre de Jules Isaac. Non seulement il est un enseignant comme elle, mais il est aussi un exégète, ce qui évidemment attire la religieuse. Enfin, la troisième personne, le cardinal Liénard, qui est donc, avec le chanoine Renard, la personne que je citais tout à l'heure avec la phrase de Jules Isaac. C'est donc cette seconde personne que Geneviève Gendron contacte pour répondre aux souhaits de Jules Isaac afin de créer la section de l'amitié judio-chrétienne de Lille. Achille Liénard, excusez-moi, lapsus, Achille Liénard, 1884-1973, devient évêque de Lille, sa ville natale, en 1928. Il a alors 44 ans, ce qui en fait le plus jeune évêque de France, mais 2 ans plus tard, justement, il est créé cardinal. Il est un personnage aussi important dans l'histoire de l'entre-deux-guerres à Lille, car il soutient des syndicats chrétiens indépendants des patrons, qui eux avaient développé des syndicats, mais sous l'égide des patrons catholiques textiles du nord de la France. Il soutient les syndicats indépendants, et notamment les grandes grèves de 1928-1929, ce qui lui vaut le qualificatif de cardinal rouge. Donc, vous voyez, c'est le personnage aussi en couleur. En revanche, durant la Seconde Guerre mondiale, il affiche sans discontinuer une grande fidélité au maréchal Pétain jusqu'en 1944. Et une admiration qui provient sans doute envers le vainqueur de Verdun, car lui-même a été aumônier dans les tranchées, et il ne se départit pas de cette admiration envers Pétain jusqu'en 1944. Et jamais, de 1942 à 1944, il ne prend la mesure du danger qui menace les Juifs, il n'a aucun geste
pour les secourir. Il ne prononce aucune parole en leur faveur, à la différence de quelques évêques du sud de la France. D'ailleurs, dans la communauté juive de Lille, il y a encore certains membres qui ont sur le cœur ce manque d'intérêt du cardinal Guinard à l'égard du sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, 1948-1949, le cardinal n'est pas encore tout à fait convaincu de la nécessité d'une amitié entre juifs et chrétiens, mais il va évoluer petit à petit, grâce à la sœur Gendron, grâce au Shannon Renard, vers une amitié. Pourquoi? Parce qu'il se montre d'abord méfiant à l'égard de l'International Council of Christians and Jews, dont on a déjà parlé. Pourquoi? Parce qu'il se développe dans un milieu anglo-américain et reste encore, de la part du cardinal Guinard, tout de même une, je dirais pas anglophobie, mais enfin une prévention entre tout ce qui est protestant et tout ce qui est anglo-américain. Néanmoins, il n'est pas le seul. Et finalement, cette prévention lui vient peut-être du Vatican. Par exemple, dans une lettre datée du 29 novembre 1950, qu'on a retrouvée, le nonce Roncalli, le futur Jean XXIII, conseille au cardinal la prudence envers l'ICCJ, donc qui est à l'origine de la rencontre de Salisbury. Donc vous voyez, tu l'évoquais tout à l'heure, les premiers pas de l'amitié judéo-chrétienne, côté catholique, c'est encore un petit peu difficile. Ça va se développer, mais c'est encore un petit peu difficile. Et notamment avec le cardinal Guinard, on le voit tout de même, parce que très vite, il va être convaincu par cette sœur Geneviève Gendron qui vraiment fait le forcing, disons, auprès de l'évêché. Donc voilà les trois piliers qui permettent la création de la section lilloise de la JC. Les deux ouvriers majeurs sont évidemment la sœur Gendron et Henri Renard, le chanoine, donc professeur de théologie. Mais très rapidement, le cardinal leur apporte un soutien. Un petit moment, les relations vont se refroidir à cause de l'affaire Finali, donc 53, mais là aussi, c'est parce que le cardinal, il s'en explique, le cardinal ne peut pas se désolidariser de la position de l'Église qui est contre la famille Finali. Donc voilà pour le tout début, la naissance, les fonds baptismaux, si je peux dire, de l'amitié judéo-chrétienne à Lille. Mais voyons comment elle fonctionne dans ces années, tout début de 50. Dès le 31 mars 1950, dans une lettre adressée à sœur Geneviève Gendron, Jules Isaac la félicite pour le bon, je cite, pour le bon départ de la section lilloise, qui est pour moi une grande joie. Et au bout de 5 années de vie de la section, le bulletin de la JC du 11 mai 1954 reproduit les paroles d'un de ses membres, je cite, « Les résultats sont si concluants que notre fondateur Jules Isaac a bien voulu nous dire et nous répéter que la section lilloise est un modèle à suivre. » J'arrête là les compliments, mais ça fait du bien de les lire et de vous les communiquer. Alors, très vite, donc, une connivence se noue entre Jules Isaac et les trois Lillois, et dès les premiers échanges avec la sœur Gendron, Jules Isaac organise la mise en place de la section lilloise. Il le rappelle dans une lettre du 11 novembre 50 au Shannon Renard. « J'aurais été heureux de pouvoir assister à cette réunion et de revoir tous ceux qui, en janvier dernier, m'ont fait un accueil si amicalement courtois. » Et dès le 28 février 51, donc suivant, les membres de la toute nouvelle section lilloise prennent l'habitude de se retrouver mensuellement avec mission d'élargir le nombre d'adhérents, et celui-ci s'étoffe donc rapidement. Mais Jules Isaac, résident à Aix-en-Provence, reste toujours présent, et même son nom figure parmi les adhérents du groupe lillois dans les années 50, alors qu'il habite Aix-en-Provence. Donc vous voyez, il est là toujours présent. Voilà, donc le contact avec Jules Isaac et la section lilloise se fait par la sœur Gendron essentiellement, et le chanoine Renard très régulièrement. Le contact avec le cardinal est vite instauré également, grâce à l'intercession, cette fois-ci, d'un autre membre du début de l'amitié à Lille, Robert Hayem, qui est un membre de la communauté juive, et qui, dans une lettre du 27 décembre 1951, informe le cardinal, je cite, « Monsieur l'inspecteur général Isaac m'écrit ce jour venir à Lille les 14 et 15 janvier 1952.
Il ajoute, c'est dans la lettre qu'il ajoute, hein, c'est pas moi qui dis il ajoute, c'est dans la lettre, il ajoute, outre la conférence que je vous ai promis, je serai heureux d'avoir des entretiens avec les membres du comité lillois de l'AJC, donc avec toujours cette présence de Jules Isaac dans le comité lillois de l'AJC, et si possible être reçu en audience par son éminence le cardinal Liénard. Fin de citation. Et la réponse favorable arrive très vite, et les liens sont noués avec l'évêché et la résidence des Amantiers à Aix-en-Provence. Mais surtout, ce qui va encore renforcer les liens entre Lille et Aix, c'est l'élaboration de thèses communes, sur l'enseignement l'enseignement catholique à l'égard du judaïsme. Et ceci entre les deux sections aixoises et lilloises, alors que d'autres groupes s'étaient formés à Paris, en province, à Nice, à Montpellier, justement, à Nîmes, mais qui semblent rester peu actifs. Et finalement, lorsqu'on voit cette correspondance, il semble bien qu'il n'y ait que Aix et Lille, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est un peu le sentiment que l'on a. Voilà, donc voilà pour les débuts. Et le groupe aixois donc travaille dès la fin des années 51 et confronte donc les points énoncés à la conférence de Seelisberg et les thèses de Schwalbach. Alors je vais revenir sur cette conférence de Schwalbach qui a lieu au début des années 50 pour produire un texte. Donc il y a eu les textes de Seelisberg, les textes de Schwalbach, et maintenant ce que souhaite Jules Isaac, c'est que, parce que ce sont des conférences internationales, donc ce que souhaite Jules Isaac, c'est que maintenant il y ait des thèses qui émanent de l'amitié judaïque de France et non pas de conférences internationales. Durant 4 mois, les Aixois se réunissent, mûrissent leurs pensées, qu'ils soumettent ensuite aux Lillois, et non pas à Paris, aux Lillois, et non pas aux autres sections non plus. Les autres sections sont-ils informées? Ça, je ne sais pas, peut-être, hein, j'avoue que je ne l'ai pas trouvé, mais ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas que ça n'existe pas. Donc, les autres groupes donc, sont-ils informés? Je ne le sais pas, mais ne recevant plus de lettres de Paris, Jules Isaac limite ses échanges avec Lille. Il s'en confie au Chemin de Renard dans sa lettre du 27 mars 1952 qui mérite d'être citée. Donc, citation. « Je vous envoie 6 juin le texte annoncé de ma visite de janvier à Lille. Il est établi qu'après une étude et confrontation des thèses de Seelisberg et de Schwalbach, il est le résultat d'un travail sérieux qui s'est poursuivi de décembre 1951 à mars 1952. J'ai fait sans doute plusieurs suggestions, quand même il reconnaît ça n'a pas dans son texte. Mais la mise au point et l'établissement définitif du texte sont dus aux membres catholiques et protestants les plus qualifiés de la section aixoise de l'amitié judéo-chrétienne. Bon, après, ici, les noms, je vous épargne cette énumération. Et il demande donc, mais je saute un petit peu cette énumération, mais je compte avant tout sur votre appui, donc encore une fois le Chemin de Renard, celui de la faculté de théologie de Lille, et l'appui le plus précieux de tous, celui de son éminence, le cardinal Liénard. Et un peu plus loin dans cette même lettre, il ajoute « Ce serait un grand point de marquer si la faculté de théologie, après examen de ce texte, voulait bien donner sa caution à notre texte. » Donc vous voyez, là aussi, puisque à Aix, d'ailleurs, il a obtenu la caution d'autorité catholique et protestante, il la souhaite au niveau de Lille, ce serait une étape décisive si ensuite son éminence le cardinal Liénard consentait à donner ses directives au clergé de son diocèse. Quel exemple pour les autres évêques, s'exclame-t-il. Le cardinal Liénard se montre attentif à la rédaction de ces thèses, qu'il annote. J'ai retrouvé dans les archives la notation de ces thèses, pas de la main même du cardinal Liénard, et finalement, il les approuve. Et afin de mieux coordonner leurs actions, Jules Isaac propose, dans une lettre du 27 mars 52, toujours au Chemin de Renard, je cite, d'établir principalement par les sections d'Aix et de Lille un petit bulletin de liaison. Donc vous voyez que l'amitié judéo-chrétienne vers 52, c'est essentiellement, enfin je reviens tout de suite après, c'est beaucoup, disons, cette relation, alors là d'amitié, là je pense qu'on peut parler d'amitié, entre les responsables d'Aix et les responsables de Lille.
Mais néanmoins, la situation n'est pas aussi favorable qu'il n'en paraît. En effet, les sections aixoises et lilloises se positionnent de manière commune contre Paris, et ceci à l'instigation de Jules Isaac, essentiellement. Très tôt, Jules Isaac s'oppose aux membres du groupe constitué à Paris, notamment autour de Samy Lattès, Maurice Vanikov, Edmond Flay et surtout Jacques Madoux. Et là, est-ce qu'on peut parler d'amitié? J'en doute. Car la crise couve à partir de 1950. Je suis encore à partir de 1950, et dans une lettre du 11 novembre, écrite de Paris et adressée au Chanoine Renard, Jules Isaac est de passage à Paris, il expose les raisons de la crise d'organisation qui agite le secrétariat national, alors que l'association a moins de 2 ans. Je cite, « Cette crise est avant tout une crise d'organisation. M. Samy Lattès, chargé de cours à la Sorbonne, a donné sa démission de secrétaire général. Mais la difficulté principale reste à résoudre. Réorganisation du secrétariat, remplacement de M. Lattès par une personnalité non juive, assisté de 2 secrétaires adjoints, André Chouraki et Maurice Vanikov. Celui-ci plus particulièrement chargé de la rédaction du bulletin. Pendant 4 semaines de mon séjour à Paris, le président Madol m'en ayant confié la charge, j'ai essayé de préparer le renflouement du navire en détresse. Mais je n'ai pu que le préparer. Ainsi donc, très tôt, Jules Isaac a le sentiment que son association est en train enfin, c'est le navire en détresse. C'est tout de même l'expression tout de même assez forte. En effet, la tête parisienne, car il espérait que ce soit Paris qui prenne la tête de l'association, ne répond pas à l'engagement voulu par le fondateur de l'amitié juive-chrétienne. Et là, il semble que ce soit d'ailleurs sur les positions de définition de l'antisémitisme qui est la pierre d'achoppement. Mais sans qu'on en connaisse véritablement la raison, le secrétariat général est donc secoué par des remous et des démissions. L'argent manque également, principalement pour la rédaction d'un bulletin national coordinateur, donc qui n'existe pas. Et encore une fois, Jules Isaac se tourne vers Lille pour lancer son cri d'alarme et même demander une aide financière. Alors, il finit par s'impatienter de l'inertie enfin, ce qu'il appelle l'inertie du secrétariat national, dont il ne reçoit aucune information. Et dans sa lettre du 27 mars 1952, c'est toujours cette même lettre adressée au Chanoine Renard, soit 1 an après une lettre alarmiste de novembre 50, il montre encore davantage d'inquiétude car les liens semblent rompus avec Paris. Je cite, « Ne sachant plus rien de Paris, ne recevant aucune réponse à mes lettres, je dois conclure que mes espoirs n'étaient pas fondés et que le secrétariat du comité central continue de ne pas fonctionner. Il faut donc le suppléer, revenir aux positions que j'avais faites à Lille et établir principalement par les sections d'Aix et de Lille un petit bulletin de liaison. » Encore une fois, la section lilloise, c'est à la section lilloise qu'il s'adresse pour faire vivre coûte que coûte son association en mettant de côté Paris. Et dans une autre lettre un peu plus tardive au Chanoine Renard le 26 avril 1955, Jules Isaac insiste sur le rôle à accorder aux sections provinciales dont Aix et Lille, en mettant toujours de côté Paris. Mais ces propositions qu'il fait pour avoir un bulletin national et pour renflouer les caisses ne peuvent satisfaire le fondateur de l'association pour qui la direction nationale de Paris est indispensable. Il ne parvient pas à accepter les exigences de Paris qui finit par ne plus communiquer avec Aix. Donc en fait, évidemment, moi avec cette correspondance, je n'ai qu'un côté du conflit, si je puis dire, mais il semble effectivement, et ça a été dit à différentes occasions, que Jules Isaac avait tout de même un sacré caractère et qu'il était tout de même vite impatient et qu'il avait quelquefois des réparties à l'emporte-pièce qui pouvaient agacer également Paris, qui souhaitait être à la tête de l'association. Donc il y a une rivalité sans doute qu'il fallait surmonter. Mais sa grande contrariété se focalise sur un personnage, Maurice Vanikov, qui dirige le comité parisien et qui semble prendre des initiatives sans concertation avec Aix. Alors ça, Jules Isaac ne pouvait pas le supporter que l'on puisse agir sans son accord. Et en effet, donc, dans
dans une lettre, encore une fois, Jules Isaac explique que Maurice Vanikov outrepasse ses prérogatives lorsqu'il intervient sur le plan international sans l'en informer. Je cite encore une de ses lettres. Ce qui est plus grave, c'est que M. Vanikov, sans aucun mandat, s'est arrogé le monopole des relations avec les groupements étrangers. Donc au niveau international, cette fois-ci, non plus au niveau national, auquel il se présente comme le secrétaire général de la JC de France, sans Jules Isaac. Il a participé ainsi en 1954 à des réunions internationales à Londres et à Paris, réunions dont nous n'avons rien su, c'est souligné, rien su, et nous avons été informés de rien de tout ce qui s'y est fait, et il en aurait été de même pour la conférence de Sarrebruck, si le père Desmains, dont on a parlé tout à l'heure, ne m'avait pas prévenu. Fidèle donc Desmains qui intervient pour limiter les dégâts. Ayant été invité à la conférence de Seelisberg qui fait l'objet de la JC, Jules Isaac supporte très mal d'être écarté des réunions internationales. Alors cette conférence de Sarrebruck, comme on me dit qu'il me reste peu de temps, que je résume un petit peu, effectivement, Vanikov, notamment, se présente et souhaite représenter l'amitié judéo-chrétienne de France à Sarrebruck, ce que ne supporte absolument pas Jules Isaac. Donc il intervient tout de suite auprès du chanoine Renard pour demander au chanoine de représenter, et bon, comme je n'ai plus mes notes sous les yeux, je cite comme ça, mais pour nous représenter, et vous seul, et il souligne dans sa lettre, et vous seul pour nous représenter à la conférence de Sarrebruck. Et Jules Isaac donc intervient vraiment très fort auprès du chanoine Renard. Finalement, c'est le père Desmains qui intervient également et qui finit par convaincre, et le chanoine Renard va représenter effectivement l'amitié judéo-chrétienne de France Sarrebruck contre la section parisienne qui voulait, elle, représenter l'amitié judéo-chrétienne de France. C'est donc, après la conférence de Sarrebruck, le chanoine Renard a donc représenté les sections lilloises et aixoises, mais pas du tout Paris. Et l'on voit bien, donc, vous voyez, enfin, on voit bien que finalement, dans ce conflit à propos de la conférence de Sarrebruck, Jules Isaac joue Lille et Aix-en-Provence contre Paris. Donc, et je conclue rapidement, le cardinal Liénard dans toute cette affaire, depuis ce moment à peu près après l'affaire Finali, donc il s'en écarte un petit peu, mais après donc le gel de ses relations du fait de l'affaire Finali, renoue le dialogue avec les Juifs au niveau lillois, et notamment par deux faits importants que je voudrais tout de même signaler en conclusion. La lettre pastorale du cardinal Liénard, datée du 14 février 1960, qui s'intitule « La question juive et la conscience chrétienne pour le carême de l'an grâce 1960 », où il reprend tous les arguments de Seelisberg, à savoir dénoncer l'accusation de déicide, dénoncer le rejet d'Israël, imputer la mort du Christ au péché de tous et non pas aux Juifs. Il reconnaît la judéité de Jésus et apôtre. Tout ça est dit dans cette lettre pastorale qui est diffusée dans tout le diocèse de 1960. Vous voyez qu'on retrouve là tous les thèmes de la conférence de Seelisberg et tous les thèmes de Jésus et Israël. Donc, on peut tout de même en conclure là que l'impact de Jules Isaac a été fort auprès du cardinal Liénard quand même, car il faut le reconnaître que quand même, 10 ans plus tôt, il était méfiant à l'égard de l'International Council of Christian Jews, et que durant toute la Seconde Guerre mondiale, il n'a jamais pensé aux Juifs. Donc c'est tout de même une évolution assez importante. Deuxième point aussi important, c'est l'intervention du cardinal Liénard à Vatican II. Donc lorsque il s'agit de voter ce fameux texte pour les relations avec les confessions non chrétiennes, et notamment le texte de Nostra Aetate, on le sait maintenant, c'était très difficile. Le vote a été, d'abord il a été repoussé plusieurs fois, c'était très difficile, et c'est le cardinal Liénard qui frappe un moment sur la table en disant il faut voter ce texte, et finalement, là aussi je pense, enfin personnellement je pense qu'il faut voir un petit peu l'influence de Jules Isaac dans ce texte.
Donc voilà, et j'en ai fini. Je pense en tout cas, Carole, que c'était très judicieux d'avoir associé nos deux interventions. Pour moi, Lille, et toi, Aix-en-Provence, parce que effectivement, je crois que c'était là le début de l'amitié judéo-chrétienne. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Delmer pour ce travail rigoureux, minutieux. Et maintenant, pour nous parler de l'amitié judéo-chrétienne d'Aix-en-Provence, nous disposons d'un témoin autant que d'un maître. Je veux parler bien sûr de la cheville ouvrière de notre colloque, M. Carole Yankou. Alors, on ne présente pas Carole Yankou, donc je vais quand même vous le présenter. Carole Yankou est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, directeur émérite de l'École des hautes études du judaïsme, spécialiste de l'histoire des Juifs, de l'antisémitisme, de la Shoah et des relations internationales. À l'Université Paul-Valéry, il a été président fondateur du Centre de recherche et d'études juives et hébraïques, le CREJ, cofondateur et coprésident avec Gérard Dédéian de l'équipe de recherche juifs, arméniens et chrétiens d'Orient, directeur fondateur de la commission SEM études juives et hébraïques, 14 volumes parus, membre d'honneur de l'Académie roumaine, il est docteur honoris causa de 4 universités roumaines. Il a été secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac entre 1978 et 2000, cofondateur et président de l'Amitié judéo-chrétienne de France, section Jules Isaac de Montpellier, entre 2000 et 2017. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer Les Juifs du Midi, une histoire millénaire avec Daniel Biancourt, Les Juifs en Roumanie, entre 1919 et 1938, de l'émancipation à la marginalisation, de l'affaire des puces à la Seconde Guerre mondiale, les engagements de Jules Isaac, en 1998 déjà, la Shoah en Roumanie en l'an 2000, Alessandre Safran, une vie de combat, un faisceau de lumière, les relations Israël-diaspora à travers l'histoire, co-dirigée avec Michael Yankou, du génocide des Arméniens à la Shoah, typologie des massacres du XXe siècle, co-direction avec Gérard Dédéian, les mythes fondateurs, le livre essentiel, les mythes fondateurs de l'antisémitisme, de l'Antiquité à nos jours, en 2007, et les Juifs de Harlem, histoire d'une communauté, et le plus récent volume, 80 ans depuis le pogrom de Yach et la Shoah en Roumanie en 2022. Voilà. Carole Yankou a passé plusieurs années à Aix-en-Provence. Il a obtenu là-bas sa thèse de son doctorat de 3e cycle en 1976, un doctorat d'État STF et sciences humaines en 1991. Il y a enseigné, bien sûr, je crois qu'il y a fait aussi la connaissance du fils de Jules Isaac. Il a donc été un long moment à la direction de l'association des amis de Jules Isaac. C'est donc dire s'il est légitime pour nous parler à la fois d'Aix-en-Provence et de Jules Isaac. Monsieur Carole Yankou, vous avez la parole. Deux boutons. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord, si vous permettez, préciser le titre. Initialement, je voulais parler, le titre de ma communication, c'était effectivement Jules Isaac, la section d'Aix-en-Provence de l'amitié judéo-chrétienne et l'association des amis de Jules Isaac. Mais vu le temps imparti, je ne parlerai pas du tout de l'association des amis de Jules Isaac et je vous promets que dans les actes de volume que nous espérons les faire publier l'année prochaine, donc d'ici quelques mois, et à ce propos, je demande à tous les intervenants de me donner leur texte. Date ultime du dépôt du texte, c'est à la fin de ce mois de septembre, pour pouvoir publier le volume en début d'année prochaine. Donc, effectivement, je vous parlerai aujourd'hui uniquement, c'est un complément, c'est une sorte d'écho à ce qu'a dit tout à l'heure Daniel, Jules Isaac et la section d'Aix-en-Provence de l'amitié judéo-chrétienne. J'ai parlé déjà l'autre jour pourquoi et comment Jules Isaac s'est investi pour effectivement faire organiser cette nouvelle association appelée Amitié judéo-chrétienne. Et à propos d'amitié, j'aurai une citation qui va faire plaisir à notre collègue et ami, Olivier Rota, qui était quand même, avant d'être étudiant à Lille, il était notre étudiant ici à Montpellier. C'était prémonitoire. Il a été bien formé, pour ne pas dire formaté. Hein. Ensuite, il est allé en Angleterre, etc. N'en appelez pas au jugement de Salomon, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Alors, l'amitié judéo-chrétienne. Tout d'abord, il faut dire un mot concernant l'amitié judéo-chrétienne de France. Le mot de France apparaît seulement en 1965.
Pas avant. Avant, on parlait amitié judéo-chrétienne. C'était important, ça. Alors, effectivement, Jules Isaac, il est véritablement le fondateur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Je voulais juste insister au début, nous avons des témoignages exceptionnels, dont le témoignage de son médecin personnel, Madame le docteur Pairé, qui était une dame extraordinaire. En 2 mots, je l'ai dit pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu. Elle était mariée avec un médecin, et donc, effectivement, elle s'occupait des bonnes œuvres. Son mari est décédé, et pour retrouver son mari, par amour pour son mari, à 36 ans, elle est venue faire la médecine ici, à Montpellier. Elle est devenue médecin ensuite, effectivement, des pauvres, médecin des juifs persécutés. Elle a sorti quelques juifs du camp d'Émile à côté d'Aix-en-Provence. Et surtout, ce qui nous intéresse, médecin personnel et ami de Jules Isaac. Et donc, je l'ai bien connue, et elle m'a raconté un certain nombre de choses. Malheureusement, elle est morte accidentellement. Elle est allée dans une ZUP pour servir une famille en tant que médecin, et malheureusement, la lumière, il n'y avait pas de lumière, elle a fait une chute mortelle. Et dans ses papiers, elle a demandé que tous ces papiers soient brûlés. Une grande partie de ces papiers ont été publiés, mais pas tout. Et malheureusement, cette volonté a été donc suivie des faits, et nous regrettons parce que avec les papiers qu'on a brûlés, il y a beaucoup de lettres. D'ailleurs, Jules Isaac est auteur de centaines, je n'exagère pas, il me semble, si on va dès le début, des milliers de lettres d'une très grande richesse. Alors, l'amitié judéo-chrétienne d'Aix-en-Provence, AJCA. Dans le groupe aixois, le président, effectivement, Jules Isaac, il est secondé, attention, par 2 vice-présidents qui sont des universitaires. L'un est le doyen Jean-Rémy Palanque, que j'ai connu personnellement, c'était un grand personnage. Nous verrons tout à l'heure que lorsqu'elle a invité un grand rabbin de France, elle a commandé une vaisselle nouvelle pour pouvoir accueillir et que le grand rabbin de France puisse manger dans des conditions de la cache-route prescrites par la loi juive. C'était vraiment un grand professeur, un grand humaniste, et il me plaît d'appeler son souvenir de son épouse, donc Jean-Rémy Palanque, spécialiste d'histoire ancienne. Enfin, le deuxième vice-président, c'était un autre universitaire, Pierre de la Pradelle, professeur de la faculté de droit. Et le secrétariat, comme par hasard, était assuré par le docteur Marie-Françoise Pairé, son ami et son médecin personnel, je viens de le dire. Alors, l'organisation du travail, ce sont des réunions mensuelles, et ça a été calqué sur l'année scolaire. Pendant les 6 premières années, cette section n'a pas publié de comptes rendus de ces séances, mais à partir d'octobre 1953 et jusqu'en juin 1958, c'est important, donc avant la rencontre avec Jean 23, elle a fait paraître 35 bulletins d'information renéotypés qui permettent de suivre ses activités. Et elle m'a confié ces bulletins, je les ai consultés, et la plupart des choses que je vais vous dire aujourd'hui sont des choses que j'ai trouvées dans ces papiers, bien entendu aussi dans les archives de Jules Isaac. Le premier numéro rappelle succinctement les noms des personnes qui ont tenu des conférences entre 1948 et 1954. Et on voit que Jules Isaac, le président, il est omniprésent. Il a rendu compte de sa participation au congrès international de Silsberg, à Fribourg après, de sa rencontre avec Pie XII. Et je lirai à la fin une partie d'une lettre inédite où il relativise cette rencontre, mais déjà on aurait dû comprendre, à la différence de sa grande rencontre avec Jean 23. Donc, effectivement, il nous parle aussi des 10 points de Silsberg, et il y a un certain nombre de conférences que je vais effectivement citer. Par exemple, même Marie-Françoise Pairé a parlé sur le sujet suivant, la nerveuse découverte des manuscrits de la mer morte, les problèmes posés par la résurrection de l'État d'Israël, les pharisiens dans l'histoire, l'affaire Finali, la dispersion d'Israël, faits historiques et mythes théologiques, mon voyage en Afrique du Nord, tout ça sont les titres
des communications de Jules Isaac. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que, effectivement, j'ai compté, il y a plusieurs dizaines d'auteurs qui interviennent pendant cette période. Là, la plupart sont chrétiens, catholiques et protestants, et dans une moindre mesure juifs. Je cite seulement leur nom parce qu'on n'a pas le temps. Le révérend Père Romophore, par exemple, sur le 4e évangile selon Saint Jean, le professeur Beauvais, Pougache éducateur, le révérend Père Perrin sur Simone Veil et Israël, le révérend Père Paul Dumas, Notre-Dame de Sion, sur l'unité de l'Église et Israël, et le révérend Père Cardonnel, l'animation spirituelle du monde, et le même cardinal Danielou, est-ce que Dieu est juif? Pas d'interrogation. Il y a aussi André Chouraki. Donc moi je me limite, dans cette brève communication, de voir ce que Jules Isaac, effectivement, il a dit. Et j'ai trouvé, dans le premier numéro, Jules Isaac revient sur les buts de l'action et des méthodes en citant l'article 4 des statuts. Il insiste sur la nécessité de, faites attention Olivier, de se connaître, de se comprendre et si possible de s'aimer. C'est marqué noir sur blanc. Étant donné que dans la section aixoise, la majorité des membres sont chrétiens, il affirme que l'un des buts essentiels, c'est de faire connaître le judaïsme, son histoire et ses croyances. C'est une des tâches que le président s'est fixée, une des tâches de l'amitié judéo-chrétienne tout entière. Informer les chrétiens de ce qui est réellement donc, le judaïsme. Et donc, il faut ajouter qu'en dehors de Jules Isaac et de quelques noms que j'ai cités, il y a aussi un certain nombre d'universitaires. Par exemple, Georges Duby, il y a beaucoup d'historiens dans la salle. Georges Duby a participé à des conférences. Mon maître, le professeur Pierre Guéral, il est présent avec des conférences, etc. Combien de personnes assistaient? Eh bien, il y avait minimum 50 personnes, d'après le témoignage de Madame Payré. Mais il y a des conférences qui ont attiré 150 personnes le 20 décembre 1954 pour Mystère d'Israël donné par le père Romfort. Le 19 janvier 1955, le roi David et les chrétiens, par Don Duesberg, c'était 250 déjà. Et enfin, pour la conférence d'André Chouraki, Sagesse des psaumes, les gens étaient debout puisque ça a dépassé les 450 et probablement 500 personnes qui ont assisté dans l'amphi de la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. Alors, donc, hormis des renseignements concernant les autres sections, et on parle beaucoup de l'île, Daniel, tu verras le texte, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est dithyrambique pour ce qui se passe effectivement. Oui. À Nîmes. Voilà. Alors, voilà, il intervient. Quand il ne peut pas venir, il envoie un texte. C'est ainsi que dans la séance du 20 décembre 1954, le père Romophore fait une conférence sur le mystère d'Israël selon les chapitres 9, 12 et 11 de la lettre de Paul aux Romains. Jules Isaac n'a pas pu être présent, mais il envoie un texte lu par le doyen Palanque, dans lequel il se place, dit-il, non sur le terrain théologique, qui n'est pas le mien, mais sur celui de la critique littéraire et historique, d'où nous extrayons la phrase suivante. Du point de vue judéo-chrétien, Romains 11 me paraît être un texte fondamental. Je veux dire qu'il est, dans l'Écriture, le texte qui commande la position du chrétien vis-à-vis d'Israël. C'est la raison pour laquelle j'ai cru devoir demander au révérend Père Romophore de bien vouloir vous en parler et je lui suis très vivement reconnaissant d'avoir accédé à ma demande. Ma première remarque est que le chapitre 11 débute par une affirmation catégorique. Dieu n'a pas rejeté Israël. C'est dit et redit, 11,1, 11,2. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a d'avance choisi. Dieu n'a pas rejeté Israël. Romains 11, 11 et 11,2. L'affirmation essentielle subsiste donc, et elle devrait suffire, dit Jules Isaac, et elle aurait dû suffire si on l'avait écouté et médité, et interdire l'enseignement 1000 fois répété et propagé à travers les siècles du rejet, de la déchéance, de la malédiction d'Israël.
enseignements dont les pères de l'Église eux-mêmes se sont fait les auteurs, enseignement qu'on peut appeler l'enseignement du mépris, et qui a fait tant de mal. Il n'y a rien de tel dans l'Épître aux Romains, et surtout dans Romains 11. La grande pensée paulinienne n'a pas été respectée, n'a pas été vraiment comprise. Lors du débat qui a suivi la conférence, et le pasteur Beauvais et le père Homfort ont exprimé leur accord avec ce qu'a dit Jules Isaac, et ils ont dit, entre guillemets, qu'il est impossible de lire Saint Paul et de rester antisémite. Nous avons effectivement beaucoup, il parle de l'amitié judéo-chrétienne de Paris, il est très sévère, il emploie ce terme. Le comité parisien dont l'existence, hélas, est plutôt fantomatique. Enfin, je passe parce qu'on a déjà, Daniel nous a largement parlé. La période antique occupe une large place dans les recherches scientifiques de Jules Isaac. Et l'exposé qu'il a fait le 9 mai 1955 sur le judaïsme au temps de Jésus, à la lumière des manuscrits de la mer morte, doit être considéré comme une suite logique des 3 exposés qu'il a fait auparavant. La merveilleuse découverte des manuscrits de la mer morte 51, les pharisiens devant l'histoire 52, la dispersion d'Israël, fait historique et mythe idéologique, théologique en 53. Comme ce dernier, le nouvel exposé est destiné, entre guillemets, à lutter contre une tradition mythique, selon laquelle, à la venue du Christ, le judaïsme dégénéré n'était plus qu'un légalisme sans âme, entre guillemets. Critiquant cette opinion mythique, Jules Isaac insiste sur l'intensité de la vie religieuse en Israël à cette époque, attestée parmi d'autres par la richesse de la littérature juive canonique et extra-canonique, par la résistance du judaïsme aux empiétements du paganisme grec et romain, par le développement des synagogues et le rayonnement du judaïsme dans le monde païen, par la multiplicité des courants religieux, dont les Esséniens, très importants. Les manuscrits découverts dans les grottes du désert de Juda apportent des révélations sur cette congrégation mystérieuse, notamment sur le maître de justice, un saint prêtre d'Israël. Une autre conférence intéressante faite par Monseigneur Colin, vicaire apostolique d'Égypte, sur le problème des lieux saints, en 1955, donne à Jules Isaac l'occasion, tout en saluant la présence du consul d'Israël qui est venu exprès de Paris à Aix-en-Provence, de rappeler, je cite Jules Isaac, la fondation du foyer national juif d'abord, de l'État d'Israël ensuite, répond ce qu'on ne doit jamais oublier, nous dit-il, aux sanglantes persécutions, aux pogroms qui ont marqué la fin du XIXe siècle, le début du XXe, culminant par l'assassinat massif du judaïsme européen, plus de 6 millions de victimes, dont 1 800 000 enfants sur environ 9 millions. Dans ce même numéro est reproduite une autre de Jules Isaac sur la prière catholique du Vendredi Saint, la triste prière, on peut le dire, Oremus pro perfidis judeis. Il s'élève contre le contenu de cette prière offensante pour les Juifs, aussi même par l'emploi des expressions perfidus et perfidia, traduites depuis des siècles en français par perfide et perfidie, que par la suppression de l'agénuement depuis le 8e siècle pendant la prononciation de la prière. À la fin de son analyse, qui met en lumière la nocivité de cette prière, Isaac réclame vigoureusement sa modification et lance cet appel. Je cite: « Puisque dans l'Église du temps présent, la réforme de la liturgie est à l'ordre du jour, le moment ne serait-il pas venu de donner ou de restituer à la prière du Vendredi Saint pour les Juifs un caractère plus conforme à la charité chrétienne ?» Vous voyez ? Certains indices permettent de l'espérer. Personnellement, je n'ai pu oublier que la bienveillance du souverain pontife m'a permis de lui exprimer le vœu en octobre 49. Puisse-t-il un jour prochain recevoir satisfaction. Et le vœu de Jules Isaac devait effectivement... voilà. Ainsi, une première bonne nouvelle, c'est qu'on a réintroduit l'agenouillement, la génuflexion. Et Jules Isaac ajoute
en 56. Ainsi, la prière de Vendredi Saint, après pour les Juifs, redevient une prière digne de ce nom. Elle le sera davantage encore le jour où l'on aura fait disparaître de sa formulation latine les termes de perfidis et perfidiam, dans le sens et la résonance sont, en dépit de certaines démonstrations récentes, plutôt péjoratives. Nous sommes encore loin du compte, mais félicitons-nous du progrès que représente la liturgie nouvelle, avec l'espoir qu'il sera suivi d'autres progrès purificateurs. Alors, effectivement, la séance de 28 mai 1956, il parle du bulletin, il est très content de ce qui passe, sauf pour la partie matérielle. Alors, je vais encore citer un autre texte. L'un des conférenciers les plus appréciés de Jules Isaac, hormis André Chouraki, et là, on n'a pas le temps de développer, est le père Paul Deman. Ça, vraiment, il faut chaque fois rappeler. Le père Paul Deman qui, malgré sa santé, malgré la santé chancelante de Jules Isaac, sa surdité, il a tenu à assister à la conférence de Paul Deman, intitulée « Pour une base solide de rapprochement judéo-chrétien ». Prenant la parole après la conférence, se plaçant sur le terrain pédagogique, il déclare que le rapprochement judéo-chrétien est conditionné par le redressement préalable de l'enseignement chrétien concernant Israël, et il rend ainsi hommage aux conférenciers. Pour moi, avant tout, le père Deman est l'homme qui, dans la catholicité tout entière, a fait le plus pour cette œuvre de redressement. Sa courageuse et vaste enquête, poursuivie avec l'aide de la très regrettée René Bloch, étendue à plus de 2000 livres d'enseignement catholique de langue française, a permis de connaître exactement le mal que peut faire une certaine tradition nocive et par conséquent d'y porter remède. Étant donné que le travail scientifique est lent et qu'il s'agit d'une œuvre de longue haleine, il pense qu'il est urgent à procéder à des épurations, aux éliminations qui s'imposent. Alors, Jules Isaac rend hommage aussi à Jacques Martin, qui dit la chose suivante. Après la conférence Œcuménisme chrétien-judaïsme, j'ai tenu par ma présence, était déjà fatigué, à rendre hommage à Jacques Martin, que je définirais l'homme du plus grand courage, à lui témoigner ma gratitude, car lorsque j'ai commencé ma campagne contre l'antisémitisme chrétien, il a été le premier, lui, chrétien, à me donner l'accueil dans la revue Le christianisme social. Et voilà, à propos de ceci, il cite aussi l'article d'un théologien. Conclusion. Alors, en guise de conclusion, l'ensemble de ces textes nous permettent plusieurs constatations peuvent être faites, formulées. Jules Isaac a été non seulement un homme de plume, mais aussi un orateur de talent dont les interventions ont été appréciées. Les séances régulières de l'amitié judéo-chrétienne d'Aix-en-Provence ont constitué une véritable tribune pour faire connaître l'essentiel de son combat, c'est-à-dire la dénonciation de l'enseignisme chrétien et non seulement le redressement de l'enseignement chrétien concernant les Juifs et le judaïsme, condition préalable pour une vraie amitié entre Juifs et chrétiens. Il fait connaître ses idées non seulement à travers ses propres publications, surtout Jésus et Israël, mais aussi par ses prises de position dans les réunions judéo-chrétiennes ou dans certaines revues. Il s'insurge contre la persistance dans certains milieux chrétiens de l'accusation de déicide à l'encontre du peuple juif et réclame ouvertement la modification de la tristement prière de Vendredi Saint. Ses comptes rendus concernant la vie des autres sections attestent son admiration pour l'amitié judéo-chrétienne de Lille et sa position très critique à l'égard de la section parisienne. Habitant Aix-en-Provence, Jules Isaac est en première ligne du dialogue judéo-chrétien au niveau national, prenant position lorsque le rapprochement entre juifs et chrétiens est susceptible d'être mis en question. Tel fut le cas de l'affaire Finali. On n'a pas le temps de développer, mais il a écrit une brochure extrêmement importante et c'est grâce à cette brochure sur l'affaire Finali que beaucoup de princes de l'Église catholique ont commencé à
à retourner leur position initiale et finalement, il a eu gain de cause. Les enfants, finalement, ont pu être rendus à leur famille et ils ont pu aller vivre en Israël. Jules Isaac resta attaché, mesdames et messieurs, à sa section jusqu'à la fin de sa vie. Fait attester aussi par une ample note enregistrée qu'il fait transmettre pour être lu par le doyen Jean-Rémy Palanque lors de la séance du printemps 63. Il était fatigué. Et ici, je vais juste lire 2 phrases de ce texte inédit, extrêmement important, envoyé par Jules Isaac au président Jean-Rémy Palanque. Alors, il lui dit, depuis 20 ans, de 42 à 62, que je consacre le mur de mon activité à la défense d'Israël, du judaïsme indignement calomnié, persécuté, meurtri, j'ai toujours poursuivi le même but, le redressement de l'enseignement chrétien concernant le peuple juif, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple de Jésus, de ses apôtres, de ses premiers chrétiens. Mais dans mon action, soit écrite, soit orale, il y a 2 périodes distinctes, avant 1958 et après 58, c'est-à-dire depuis l'avènement du pape Jean XXIII. Et là, effectivement, avant 58, je ne regardais pas du côté du Vatican le bref entretien que j'ai eu à Castel Gandolfo en 1949 avec le pape Pie XII, n'a été qu'un incident secondaire, noir sur blanc. Et ensuite je saute parce qu'il n'y a pas le temps, et il arrive en disant la 2e période, depuis 1958, l'avènement du pape Jean XXIII, ses premières mesures très radicales en faveur du peuple juif, suppression des termes perfidis perfidia dans l'oraison du Vendredi Saint, puis l'annonce de la convocation d'un concile œcuménique, Vatican II. Tout cela m'a convaincu que maintenant, l'action au sommet était possible et dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs, la section aixoise de l'amitié judéo-chrétienne est restée fidèle à son président fondateur et après son décès, c'est elle qui est à l'origine de la création de l'association des Amis de Jules Isaac dès 1964 et je vous remercie de votre attention.